Tu viens? Bah non, je peux pas, j'ai Sciences Co. Nous sommes aujourd'hui à la Cité des Sciences et on a la chance d'avoir avec nous Hippolyte Gros Bonjour. qui va prendre un petit temps pour répondre à nos questions. Donc on est très content de pouvoir passer ce moment avec vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, bien sûr, déjà plaisir partagé pour cet échange. Donc, je me présente, Hippolyte Gros, je suis maître de conférence en psychologie à l'université d'Aix-Marseille au sein du centre de recherche en psychologie et neurosciences. Et je travaille notamment sur des questions liées au processus interprétatif impliqué dans la résolution de problèmes mathématiques. L'apprentissage et l'enseignement des mathématiques, c'est une question qui nous intéresse, qui intéresse beaucoup de gens. On peut commencer par questionner les difficultés d'apprentissage des élèves et leurs erreurs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les principaux biais cognitifs ou les erreurs courantes qu'on peut rencontrer dans l'apprentissage des mathématiques ? C'est vrai que les mathématiques, c'est un domaine qu'on perçoit toujours comme un domaine étant un peu à part des autres apprentissages. On a beaucoup d'anxiété autour des mathématiques qui se manifeste souvent chez les élèves et c'est vraiment vu comme un domaine avec des compétences très spécifiques qui sont liées à l'abstraction. On essaye de percevoir les mathématiques dans leur abstraction et en fait je pense que c'est une erreur et qu'il faut davantage prendre en compte le fait que lorsqu'on réfléchit aux mathématiques, on réfléchit sur le monde et que notre manière d'appréhender les objets mathématiques est profondément incarné, dans le sens où en fait, si je vous demande de compter des pommes, par exemple, c'est pas la même chose que si je vous demande de compter des heures, parce qu'on a l'habitude d'interagir avec des pommes, on a l'habitude de réfléchir au sujet des heures, et on va avoir des représentations mentales qui vont être différentes en fonction de nos connaissances générales sur le monde, qui vont s'appliquer en fait à la situation. Et on se rend compte que lorsque on résout des problèmes de maths, on a tendance à réfléchir d'une manière très incarnée en fonction de notre expérience du quotidien. Et ça peut être à la fois un biais qui va nous limiter dans notre raisonnement parce qu'on ne va pas avoir une abstraction mathématique suffisante, mais ça peut aussi être une force. Si les enseignants et les enseignantes se saisissent de ces inférences qu'on va tirer de nos connaissances générales issues de notre expérience avec le monde, eh bien on peut proposer des apprentissages qui vont être plus efficaces car fondés sur ces expériences quotidiennes. Ce que vous dites, c'est que notre expérience du monde nous donne, je vais le dire comme ça, mais peut-être je me trompe dans la façon de formuler, des intuitions ou une compréhension mathématique sur laquelle on peut s'appuyer en classe, mais en même temps qu'on doit peut-être apprendre à catégoriser pour pouvoir la dépasser, pour arriver au concept mathématique. Tout à fait. En fait, notre compréhension du monde est fondée sur des intuitions, sur ce qu'on appelle des conceptions intuitives. Par exemple, lorsqu'on apprend la soustraction, on apprend que soustraire, c'est enlever. Et ça va nous aider à nous faire nos représentations de ce que c'est que soustraire quelque chose. On a des pommes, on enlève 2 pommes, combien est-ce qu'il nous en reste? C'est pertinent dans un certain nombre de situations, mais il y a des situations dans lesquelles on va devoir faire une soustraction pour calculer un écart entre deux valeurs, et pas juste un retrait. Et donc pour pouvoir parvenir à cette compréhension un peu plus fine de ce que c'est que la soustraction, il faut pouvoir dépasser cette première intuition. Donc l'intuition est utile dans un premier temps, elle est nécessaire même pour les apprentissages, mais il y a un moment où elle va se retrouver être limitante, et donc il faudra pouvoir la dépasser. On parle parfois de problèmes congruents ou de problèmes non congruents. Est-ce que ça va dans le même sens ? Oui, tout à fait. Par exemple, on peut considérer certains problèmes qui en fait vont être congruents avec cette conception intuitive qu'on va avoir. Par exemple, si je vous dis je vais à la récréation avec 6 billes, j'en perds 2, combien de billes me reste-t-il à présent? Ça, c'est un problème pour lequel il faut faire une soustraction, 6 moins 2 égale 4, et ce problème, il est congruent avec l'idée que soustraire, c'est enlever. Et en fait, si on le teste sur des enfants en CE1, on est à peu près à 100% de bonnes réponses sur un problème comme ça. Par contre, si je vous dis que je vais à la récréation avec des billes, j'en gagne 2, et maintenant j'en ai 6, combien de billes avais-je au début de la récréation? C'est aussi un problème qui nécessite une soustraction, et pour être résolu, la même soustraction, mais en fait, ce problème est incongruent avec l'idée de la soustraction parce qu'on a parlé d'un gain, on a mentionné un gain. Et donc ce problème-là, sur des enfants du même âge, il est réussi seulement à 25% environ, parce que justement il va être incongruent et donc il va demander de faire un recodage, en fait un changement de représentation pour pouvoir parvenir à trouver la solution. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on demande à même des enseignants de produire des exemples qui vont être incongruents, on se rend compte que c'est un exercice qui est particulièrement difficile. Il y a une étude qui a été réalisée récemment qui montre que demander à des enseignants de produire des énoncés incongruents comme ça, ils y parviennent dans 23% des cas à peu près. Donc c'est un travail à faire à tous les niveaux.
Et là, on entend le lien avec le travail d'Emmanuel Sanders sur le recodage sémantique et des éléments qui sont présentés dans les documents du Conseil scientifique, vers lequel on peut renvoyer nos auditeurs. Tout à fait. Est-ce qu'on peut, en classe, proposer ce vocabulaire aux élèves pour qu'ils apprennent à catégoriser et à se dire « Ah bah attention, là je suis dans une situation non congruente et donc peut-être je dois avoir un niveau d'attention plus élevé ou être conscient qu'il faut que je raisonne plus ». Alors, expliciter les choses, ça peut être toujours intéressant. Après, je pense qu'il faut le faire avec prudence. Il ne faut pas non plus donner trop de jargon qui pourrait un peu perdre les élèves. D'accord. On a des travaux actuellement pour essayer d'identifier justement les meilleures séquences de problèmes qui peuvent être pertinentes. Donc, commencer peut-être par des problèmes plutôt congruents, arriver vers des problèmes de plus en plus incongruents pour guider les élèves vers de l'abstraction. Ce qui peut être intéressant, c'est de les amener à recatégoriser un même problème et à voir ce problème-là. Il mentionne un gain, mais c'est un problème de soustraction. Et on a des travaux comme ça justement sur la catégorisation flexible où on montre qu'il est possible de passer d'une représentation à une autre et de faire un enseignement explicite sur la question. Et à cet égard, d'ailleurs, je voulais mentionner que le CSEN a une testothèque qui contient beaucoup justement de tests qu'on peut utiliser, de d'énoncés de problèmes, qui peut être particulièrement intéressante pour des enseignants qui voudraient justement proposer différentes progressions pédagogiques. D'accord. Et qui sont plutôt premier degré ou collège Alors, je pense qu'il y en a à peu près pour tous les niveaux. Ah, Faudrait c'est une vérifier. bonne nouvelle. De manière peut-être plus globale, quels sont les principes issus des sciences cognitives qui permettent d'améliorer l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques ? Je pense que les sciences cognitives ont beaucoup à apporter pour l'enseignement et l'apprentissage des mathématiques. À mon avis, c'est des apports qui se trouvent à 3 niveaux. D'abord, il y a l'importance de la preuve en sciences cognitives, le fait qu'on va tester les méthodes. Et c'est vrai que les sciences cognitives vont porter cette idée-là qu'on va chercher à évaluer si les nouvelles méthodes qu'on va proposer fonctionnent, notamment lorsqu'elles sont mises en place en classe, sur le terrain, pour voir si effectivement les apprentissages sont plus efficaces lorsqu'on met en place telle ou telle nouvelle méthode. La deuxième dimension, c'est l'identification de processus cognitifs transversaux à tous les apprentissages. Par exemple, mieux comprendre la mémorisation. Aujourd'hui, on a beaucoup de données pour savoir ce qui marche et ce qui marche moins bien dans le fait de mémoriser. Par exemple, faire des tests régulièrement, c'est vrai que ça permet de renforcer la trace mnésique et donc d'avoir un meilleur encodage. Donc on a comme ça des données sur la mémorisation, sur l'attention, etc., qui peuvent être mises au service de l'enseignement des mathématiques. Et puis le troisième volet, c'est vraiment les connaissances spécifiques aux mathématiques qui sont portées par les sciences cognitives. On a parlé tout à l'heure de cette place de l'intuition dans la pensée mathématique, mais on a aussi des travaux qui nous permettent de mieux comprendre quels sont les processus cognitifs par lesquels les humains parviennent à appréhender les numérosités. Donc ça, on a beaucoup de travaux qui permettent de creuser un petit peu la question et d'identifier en fait certaines facilités ou certaines difficultés qu'on va rencontrer dans l'apprentissage, par exemple, de la cardinalité du nombre, de l'apprentissage de l'ordinalité du nombre, de la suite numérique verbale dans les premières années d'apprentissage et qui ensuite vont avoir toujours une importance tout au long des années d'apprentissage. Donc ces 3 niveaux, d'abord niveau de preuve, peut-être pour être vigilant sur les éléments qu'on prend. Ensuite, bonne nouvelle, des éléments transversaux et que du coup on peut travailler avec d'autres collègues, avec des stratégies communes. Et puis des stratégies plus propres aux problématiques des mathématiques. J'aurais une question sur l'automatisation. Donc là, on a parlé mémorisation. Il me semble qu'en mathématiques, il y a un aspect évidemment mémorisation d'éléments peut-être sémantiques, parce qu'il faut pouvoir se raccrocher à la définition, par exemple, de ce qu'est une bissectrice pour pouvoir utiliser ce concept, ou pouvoir énoncer un théorème pour l'avoir en tête et pouvoir l'utiliser. Mais il y a aussi le fait d'acquérir des automatismes. Et voilà, pour moi, c'est peut-être pas très clair cette différence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement quand on dit acquérir des automatismes, en particulier en mathématiques ? Je pense que c'est une question qui est importante parce que pendant un temps, on a eu tendance à vouloir privilégier l'apprentissage de procédures. Des procédures qu'on apprend à faire de manière automatique. Je pense par exemple au produit en croix. On apprend à faire un produit en croix et c'est une méthode qu'on apprend et qu'on répète tellement que parfois, pour les élèves, ça devient une procédure qui finalement est un peu détachée de sa compréhension, de l'aspect conceptuel. Et en fait, je pense qu'il est important de vraiment travailler le conceptuel avant de travailler justement la procéduralisation. Les deux sont importants, mais on ne peut pas se contenter d'apprendre des automatismes parce que sinon on n'a pas vraiment la compréhension de ce qu'on est en train de faire. Et justement, ces automatismes, ils fonctionnent dans 80% des cas, mais à partir du moment où on se retrouve face à un énoncé incongruent, face à une situation un peu inhabituelle, eh bien on va être complètement désemparé. Alors que si on travaille justement la conceptualisation, la catégorisation des énoncés, essayer de voir différentes manières de se représenter un même problème, eh bien on va pouvoir justement d'abord
travailler cette représentation et ensuite identifier la stratégie de résolution qui va être la plus pertinente et sur laquelle on va aussi travailler les différentes procédures, les automatisations de calcul, etc. Mais disons que l'un ne peut pas être fait sans travailler aussi l'autre en parallèle. Donc pour moi, ça fait écho à j'ai des connaissances sur des stratégies, mais surtout, ou de manière complémentaire aussi, sur les situations pertinentes dans lesquelles je vais utiliser telle ou telle stratégie. Tout à fait. Être capable d'identifier dans quelle situation on se trouve, quelle est en fait la structure profonde de la situation face à laquelle je suis, ignorer un petit peu tous ces éléments contextuels, ce qu'on va appeler l'habillage en fait des problèmes, des énoncés, etc., pour pouvoir vraiment identifier quelle va être la stratégie qui va être la plus pertinente. Et donc, il faut à la fois développer le répertoire des stratégies, mais aussi développer la compétence à sélectionner la stratégie qui va être la plus pertinente. Par rapport à cette question de structure et compréhension profonde, on a parfois envie ou tendance à contextualiser les situations d'apprentissage pour chercher de la motivation chez les élèves peut-être. Mais ce que j'entends aussi, c'est que cette contextualisation, elle peut amener à une compréhension de surface qui va faire obstacle à la compréhension profonde et qui peut-être peut détourner l'attention des élèves du bon objet d'apprentissage. Alors effectivement, et c'est un équilibre un petit peu délicat, c'est-à-dire que les mathématiques, c'est un objet trop abstrait pour être appris de manière uniquement dans son abstraction. On ne peut pas se contenter des formalismes mathématiques parce qu'on perdrait tous les élèves dès le premier jour, donc on est obligé de commencer par des situations concrètes. Après, il y a cette idée peut-être de travailler par une spirale de concrétude, donc on commence par des choses très concrètes, et puis progressivement on va s'en éloigner un petit peu, aller vers de l'abstraction. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas de temps en temps aussi réactiver certaines notions, notamment pour engager davantage différentes formes de motivation si on le souhaite, avec des exemples un petit peu plus concrets, mais c'est vrai que travailler ce passage du concret vers l'abstrait, ça peut être quelque chose de particulièrement pertinent. Peut-être pour finir, quels sont les sujets de recherche sur lesquels vous travaillez en ce moment? Donc bon, si c'est vos sujets de recherche en ce moment, ça va peut-être pas arriver dans les classes tout de suite, mais quelles sont les questions que vous vous posez? Alors c'est sûr qu'il y a une temporalité de la recherche qui fait que ça prend un certain temps avant d'être traduit sous la forme d'application. Après, on a des programmes de recherche translationnelle où on va vraiment tester les choses en co-construction avec des enseignants, des enseignantes pour essayer de tester des nouvelles méthodes en fait, qui sont fondées notamment sur ce que je vous ai présenté un petit peu sur l'idée qu'on va chercher à identifier les intuitions des élèves et essayer de leur apprendre à les dépasser. Actuellement, moi personnellement, je travaille sur notamment les questions de développer la flexibilité cognitive à l'école, c'est-à-dire développer finalement cette capacité à passer d'une première représentation vers une autre, donc cette flexibilité représentationnelle, et voir un petit peu quelles vont être les stratégies éducatives qui vont permettre de développer au maximum cette flexibilité-là. Après, il y a beaucoup de travaux qui sont présents actuellement en sciences cognitives, en mathématiques pour l'éducation. C'est un domaine qui est vraiment très riche. On a des travaux sur l'impact, par exemple, des émotions sur les apprentissages. On a beaucoup de travaux qui sont présentés actuellement et donc c'est un domaine très riche. Mais c'est un domaine très riche et donc nous sommes toujours friands des résultats pour pouvoir se poser la question de ce que l'on peut ensuite proposer aux collègues, implémenter. La question de l'implémentation, c'est une question qui n'est pas simple. On a parfois des résultats qui viennent de la recherche, qui ont été produits dans des conditions de laboratoire très contrôlées. On essaye ensuite, nous, de transposer ou en tout cas de décliner ces principes dans des outils et des stratégies que les collègues vont mettre en œuvre en classe ou dans des dispositifs type devoir fait ou d'accompagnement de devoirs. Et c'est pas toujours évident d'être sûr qu'on garde les bons principes de départ. Est-ce que vous avez des conseils? Tout à fait, c'est une question vraiment cruciale, la question de l'implémentation, parce qu'on a des travaux qui sont réalisés en laboratoire qui fonctionnent très bien, et en fait, on les réalise en classe sur le terrain, et on se rend compte que les résultats ne sont pas ceux qui sont attendus, et en fait, il faut poser la question de comment est-ce que c'est implémenté, et est-ce que c'est implémentable en réalité, parce que parfois, il y a des choses qui peuvent être proposées en laboratoire, mais qui ne vont pas être compatibles avec la réalité du terrain. Donc je pense que c'est vraiment important qu'on ait ce va-et-vient, en fait, entre le laboratoire et la salle de classe, qu'on puisse faire des études en laboratoire pour identifier certains effets, qu'on vérifie ensuite qu'ils puissent être implémentés, qu'on puisse avoir le retour aussi de professionnels de l'éducation qui sont capables de nous dire ce qui va fonctionner, ce qui ne va pas fonctionner, pour ensuite ajuster, retester, etc. Mais ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas laisser les enseignantes et les enseignants seuls avec une méthode qu'on leur donnerait clé en main sans qu'il y ait un accompagnement suffisant, parce qu'effectivement, parfois la réalité du terrain
ne permet pas d'appliquer directement la méthode, et donc il faut qu'on puisse avoir un accompagnement et une mesure aussi sur le terrain de ce qui va fonctionner, de ce qui ne va pas fonctionner. Et pour ça, c'est vrai que l'expérience des professionnels de l'éducation, elle est absolument cruciale pour pouvoir parvenir à quelque chose qui en fait va fonctionner, va être compatible avec les spécificités de la classe, les spécificités des élèves, qui ne soient pas déconnectés en fait et qu'il y ait une grande validité écologique sur ce plan-là. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt dans cet univers fascinant où les neurones rencontrent l'apprentissage. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. À bientôt!